I am the master of my fate. L'important n'est pas ce que tu es, Captain, my captain. mais ce que tu as choisi d'être. I am the captain of my soul. Bonjour et bienvenue pour un nouvel opus de Capitaine au Capitaine, le podcast pour comprendre les transitions, réinjecter du sens dans nos existences et redevenir capitaine de nos vies. Aujourd'hui, on va parler transition professionnelle avec notre invitée du jour, Anastasia Rukvid. Elle n'a pas froid aux yeux et n'hésite pas à faire des choix forts pour rester en cohérence avec qui elle estime être. C'est ainsi qu'il y a un peu plus d'1 an, Anastasia a décidé de passer des emails à l'émail, des entretiens de fin d'année au tour de potier, de la réunion à la cuisson. Vous l'aurez peut-être compris, elle a lâché 10 ans de carrière RH pour se lancer dans l'aventure des cadeaux personnalisés en céramique. Quel a été son déclic pour passer à l'action ? Comment s'y est-elle prise ? Quels obstacles a-t-elle dû surmonter ? Comment vit-elle cette nouvelle expérience ? Anastasia nous livre son témoignage. Comment passer de l'intellectuel au manuel et retrouver du sens en créant de ses mains ? C'est notre exploration du mois. Bonjour Anastasia. Bonjour Baptiste. Alors on est dans ta région, près de Toulouse, dans un lieu que tu affectionnes particulièrement, pour parler de la transition que tu as effectuée donc il y a un peu plus d'1 an, et que tu nous partages ton vécu, que tu nous fasses part de ton bilan, de tes apprentissages, tout ce que tu as récolté dans ce changement important de ta vie. Je sais que tu t'es aussi beaucoup documenté toi-même au moment de passer à l'action, donc cet épisode, cet entretien ensemble, c'est un peu l'épisode peut-être que tu n'as pas trouvé à ce moment-là, et qui pourrait aider des gens qui sont en réflexion, qui se demandent s'il faut sauter le pas ou pas. Et bien sûr, ton témoignage n'a valeur que de témoignage, hein. C'est pas une vérité absolue, mais c'est important pour nous de comprendre par quel processus tu es passé. Déjà, comment t'aimerais te présenter à nous ? Qu'est-ce qui est bon qu'on sache à propos de toi pour apprendre à te découvrir aussi un peu avant de parler de ta transition proprement dit ? Apprendre à me connaître, j'ai jamais eu de passion dans la vie, je n'ai jamais su vraiment ce que je voulais faire, je me suis laissée guider par la vie et j'ai terminé dans les ressources humaines pendant 10 ans. J'ai testé plein de choses, c'était génial. Et puis, j'ai voulu prendre un peu, être capitaine de ma vie, comme toi tu pourrais dire. Et j'ai voulu tester des choses par moi-même et pas, pour le coup, laisser la vie choisir pour moi. Moi, je te connais depuis un peu plus d'1 an maintenant. On échange assez régulièrement et j'ai vu le côté bélier de la chose. Je ne sais pas si c'est quelle croyance on peut rattacher à l'astrologie, mais en tout cas, tu incarnes bien ce côté fonceuse, action-réaction. Ça fait partie de ta... Oui. Bon, tu vas nous en parler. Peut-être rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui a motivé ce changement radical de vie pour toi ? Parce que passer des RH à la céramique, on ne voit pas forcément le lien évident. Quel a été le déclic pour toi ? Comment ça s'est passé ? Comment tu peux nous raconter un petit peu tout ce cheminement ? Comment c'est né ? Est-ce que c'est arrivé du jour au lendemain ? Est-ce que ça a mis 5 ans à mûrir ? Voilà, comment... Alors, il n'y a pas de lien, déjà. Ou pour rien avoir, mais je ne les connais pas. Passer des RH à la céramique, ce n'est pas les RH en elles-mêmes qui m'ont donné envie de partir dans la céramique ou dans autre chose tout court. C'est le monde de l'entreprise. C'est le fait de voir des choses qui ne convenaient pas à chaque expérience que j'ai eue. Ce n'est pas l'entreprise en elle-même, parce que j'ai adoré chaque entreprise où j'ai travaillé. J'ai adoré travailler avec de nombreuses personnes, mais à chaque fois, les mêmes choses revenaient. Et au lieu de me dire qu'il fallait quitter à nouveau ce travail-là pour reproduire autre chose, je me suis dit que c'était à moi de changer et du coup de trouver quelque chose où je ne pouvais m'en tenir qu'à moi-même en fait, et je ne pouvais pas reprocher aux autres quelque chose qui ne me convienne pas. Je pourrais être décisionnaire en fait de mon mode de vie et de comment je vois les choses. Ok. Qu'est-ce qui t'avait amené à choisir les RH à la base ? Je sais pas. Un peu comme ça par hasard ? Non, j'ai fait ce qu'on appelle l'IUT. J'ai fait un bac S. Pas par choix du tout. Je ne savais pas ce que je voulais faire et mes parents m'ont dit si tu sais pas ce que tu veux faire, il vaut mieux faire S parce qu'au moins quand tu fais S, tu pourras ouvrir toutes les portes. Catastrophe. J'ai détesté, c'était horrible. Je ne peux pas dire une dépression parce que ce n'est pas une dépression. J'ai pris 4 sur 20 en maths, coef 8. Je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Je ne savais toujours pas ce que je voulais faire à la fin. On faisait ce qui s'appelle Parcoursup, là, où tu dois choisir ce que tu veux faire après, faut faire des choix. Et je ne sais toujours pas. Et j'avais juste mis la fac, facilité. Et je me suis dit, on va faire un petit challenge, on va mettre quelque chose qui est sur dossier. Et j'ai mis l'IUT GEA. Je ne savais même pas ce que voulait dire GEA. J'ai appris après que ça voulait dire gestion des entreprises et des administrations. Et j'ai été prise. Donc j'y suis allée. Et c'était pas plus mal parce que c'était un endroit qui reste assez superflu, où tu rentres pas en détail dans la gestion de l'entreprise.
À la fin, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. J'ai postulé dans plein de choses et j'ai fait un stage où on m'a dit nous, on voudrait bien te garder en alternance. Tu fais ce que tu veux. Il faut encore faire ce que je veux. Et du coup, on m'a dit si tu veux, on a rencontré une école qui fait des ressources humaines. Si tu as envie de partir avec eux, pourquoi pas. Et j'ai dit je connais pas, mais allons-y, pourquoi pas. Et du coup, je me suis lancée dans l'aventure des RH pendant 9 ans. Ok. Donc, ce n'était pas forcément un choix motivé d'une intention de dire les RH, c'est prendre soin des gens, etc. C'était quelque chose Il faut s'enlever de la tête que faire des RH, c'est pour prendre soin des gens. Ah ouais, qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu ? Je sais c'est un milieu que je connais un petit peu, mais je sais qu'il y a une grande souffrance parfois dans la fonction, entre ce qu'on projette de la fonction RH et de ce que c'est réellement. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ton vécu ? Tu as quand même fait 10 ans. Ouais, souvent, on me dit ça, on me donne cette définition-là. Et puis un jour, il y a une personne que j'apprécie énormément qui me dit « Non, mais je t'arrête de suite, t'es pas là pour être au petit soin des gens. » Alors c'est dur et c'est pas vrai d'un côté, mais d'abord la première chose, c'est que t'es un binôme avec la direction. Tu travailles avec la direction pour mettre en place une stratégie et pour après la mettre en place avec les gens avec qui tu es pour qu'on fasse une unité. Mais la première chose, c'est que tu es côté direction. On a beau dire, moi aussi, j'adore aider les gens, j'adore essayer de comprendre. T'es présent pour les gens, mais t'es d'abord présent pour la direction. Et ça, je pense que les gens, ils oublient que les ressources humaines, c'est pas installer un baby-foot dans une salle de pause, c'est pas avoir un bon CE, c'est cool, c'est du bonus, ça, par contre. Mais ça te permet pas de mettre en place une stratégie d'entreprise. Ok. Et tu parlais justement un peu pas des désillusions, mais tu as dit c'est le monde de l'entreprise d'une manière générale qui c'était pas à moi, c'était pas au monde de l'entreprise de s'adapter à moi, c'était à moi de trouver quelque chose de différent. Qu'est-ce qui t'a manqué ? C'était quoi les frictions avec ce monde de l'entreprise ? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? C'est quand tu es dans une entreprise et que tu es côté direction et qu'on te demande d'appliquer certaines décisions et que toi tu es sur le terrain, tu le vois et tu te dis mais je peux pas l'appliquer en fait parce que vous n'êtes pas allé sur le terrain, vous me demandez des choses à appliquer ou sur le terrain c'est pas faisable. Quel exemple tu aurais à nous donner ? J'en aurais même pas en tête là, il y en a tellement, c'est un classique, c'est je sais pas, j'en sais rien, j'en ai même pas en tête là, tu vois, mais c'est vraiment, tu lis le truc et tu dis mais ces personnes-là ne sont jamais allées sur le terrain, enfin pour te sortir des bêtises pareilles, c'est qu'ils n'y sont pas allés, c'est même pas contre eux, tu sais qu'ils sont pas méchants en soi, mais ils sont déconnectés de la réalité. Donc il y avait ça, puis il y a le côté où en plus il y en a qui vont vraiment pas en fait sur le terrain et ça m'a interpellée qu'on me dise mais t'aurais pu penser à faire ça, va sur le terrain et puis après on en reparle. Il y avait ça, il y avait mes valeurs où j'ai un engagement qui est très fort. Quand je dis quelque chose, je le fais. Et en entreprise, on dit beaucoup de choses et on fait peu de choses. Je dis pas que c'est partout, mais c'était très présent. Et j'avais un problème avec l'incompétence des gens, par exemple. Et vu que moi, mon niveau d'exigence, il est très haut, j'attendais que les autres, ils fassent pareil. Et j'ai compris après que je ne peux pas imposer mon niveau d'exigence aux autres. Et tout cumulé, je me suis dit que je peux pas changer les gens. Les gens, parfois, ils sont là depuis 20 ans, depuis 30 ans, dans la même entreprise, sur le même poste, et apparemment, ça leur convient. Moi, ça me convient pas, donc c'est à moi de changer. Je peux pas, à chaque fois que je suis en entreprise, aimer l'entreprise, aimer la majorité de ce que je fais, mais il y a des petites choses qui m'interpellent et qui me dérangent et qui, en soi, ça bouillonne, je veux dire, ça devient vraiment très problématique pour moi à force. Donc, besoin d'intégrité, besoin de liberté et besoin de professionnalisme aussi par rapport aux exigences que tu te fixes. Ça, c'est un petit peu le pourquoi, le terreau qui a motivé ta décision. Qu'est-ce qui fait, j'aime bien cette notion de déclic là un peu, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, tiens, maintenant c'est le bon moment ? Qu'est-ce qui fait que c'était le bon moment ? Je pense que, ça on me l'a aussi dit, c'est toujours la même personne, une personne qui m'aide beaucoup au quotidien. C'est pas un élément déclencheur qui va te faire prendre une décision. Généralement, c'est un cumul de choses qui sont passées ou un cumul de vécu ou un cumul d'informations qu'il faut que tu changes. Et c'est exactement ce qui s'est passé, elle avait pas tort. J'ai eu ma fille, c'était pas prévu. Premier élément assez important quand même. Au niveau professionnel, il y a plein de choses qui ont été faites qui me dérangeaient énormément, beaucoup de comportements qui m'énervaient énormément. Et pendant 5-6 mois, c'était un cumul de choses qui m'interpellaient et qui me dérangeaient, où le soir, tu rentres et t'es pas bien. Et donc là, je me suis dit que c'était plus possible. Parce que c'est bien de dire que c'est plus possible, mais il fallait qu'est-ce qu'on fait après. Et en parallèle de ça, j'ai eu l'opportunité personnelle de rencontrer la céramique. Et c'est là où je me suis dit, il faut y aller. Alors, comment ça s'est fait, cette rencontre avec la céramique ? La céramique, j'adore offrir des cadeaux personnalisés. Donc, mon entrée dans la céramique, c'est pas la céramique en elle-même. Je n'ai jamais fait de céramique quand je me suis lancée. J'avais jamais mis les mains dans la terre, jamais fait d'atelier.
Mais j'ai voulu faire un cadeau personnalisé, comme d'habitude, me casser le bonbon, comme on pourrait dire très poliment. Et je voulais quelque chose qui soit pensé pour la personne. Quand la personne, elle ouvre le cadeau, elle est le petit rectus là au coin de la lèvre et qu'elle se dise « Ah, c'est un cadeau vraiment pensé pour moi ». C'est pas le cadeau d'une marque que tu n'aimes pas, ou un vêtement, tu l'ouvres et tu fais « elle me connaît bien, la personne, elle m'a offert la marque que je n'aime pas ». Non, là, je voulais quelque chose de simple, mais pensé pour la personne. Et du coup, j'avais acheté à une de mes amies 2 tasses à café personnalisées avec marqué un petit jeu de mots. Et j'avais trouvé ça génial de pouvoir personnaliser un objet du quotidien qui soit utile et pas un objet qui finisse aussi dans les placards. Et il y a quand même peu d'objets que tu peux utiliser tous les jours. Et ça collait plutôt bien. Et j'ai voulu offrir à nouveau ce cadeau-là. Et la personne m'avait dit, mais en fait, je suis sous l'eau, je peux plus en fait prendre de commande. Donc, je suis désolée, même si pour dans 4 ou 5 mois, là je fais un break. Donc, je me suis dit, c'est trop bien, il faut y aller. Du coup, comment ça s'est passé? Comment tu l'as mis en œuvre? T'as pris la décision un matin en disant « Allez, je le fais », mais j'imagine que tu n'as pas démissionné tout de suite sur un coup de tête. Comment tu as préparé ça? Comment tu as préparé cette transition? J'ai un côté bélier, comme tu as dit tout à l'heure, donc ça se met en place doucement. Et quand je prends des décisions, en fait, c'est go, en fait. Je réfléchis plus et j'y vais. Alors, j'avais mis en place certaines choses, mais j'ai voulu partir forcément de l'entreprise et on m'a dit non. Donc ça a été assez compliqué, ça a duré de nombreux mois. Surtout que c'est une entreprise que j'apprécie énormément. Mais j'ai découvert le stop de c'est pas possible et j'ai continué quand même à persévérer parce que je savais qu'il fallait partir et que ça servait strictement à rien de continuer. Donc je m'étais renseignée sur les formations, ce qui était possible ou pas. Mais ça s'arrêtait là, en fait. Donc, tu as communiqué à ton entreprise ton désir de partir sans forcément avoir préparé ta prochaine étape derrière. Mais ça pourrait être quelle prochaine étape derrière? Non, mais je veux dire, ton projet de céramique, de cadeaux personnalisés, il n'était pas encore complètement défini à cette époque-là. Tu as commencé par... c'est juste une question de clarté, de compréhension. Mais je me dis, les gens se posent beaucoup de questions aussi dans les reconversions. Moi, je me pars du principe qu'il faut y aller étape par étape. Donc, déjà, tu veux partir, tu sais. Et je le savais quand moi, c'était sûr, je voulais partir. Okay. Alors, on part. Et après, on se posera les questions une par une. La première step, c'était de savoir de partir. Alors, en parallèle, j'ai cherché à faire quelle formation et comment pouvoir le faire. Mais... je ne vais pas me prendre la tête sur les 10 questions à venir. Si déjà la première, elle n'est pas résolue, je ne voulais pas disperser mon énergie sur tout ce qu'il fallait faire. Et dans tous les cas, il y aurait des problèmes à la fin. Donc, mon plus gros problème dans tous les cas, c'était qu'il fallait partir de l'entreprise. Et qu'est-ce qui fait que ça a pris plusieurs mois du coup? C'est parce que tu voulais une rupture conventionnelle ou il y avait des conditions? Ça s'est fini par un accord arrangé parce qu'ils ne voulaient pas me laisser partir et que c'était... de toute façon, pour moi, même, c'était à contre-cœur de partir. Même ça paraît bizarre de le dire, mais ça a pris du temps et... on m'a un peu retenu et puis à la fin, on a trouvé un accord arrangé. En bonne intelligence. C'est ça. Quelles ont été les grandes étapes émotionnelles par lesquelles tu es passé pendant cette année, cette transition-là? L'année que je viens de vivre? Ouais. Tout. Tu passes dans toutes les émotions. T'étais seule en fait parce que j'ai choisi une reconversion où je le vois maintenant, où je suis vraiment seule et donc t'es confrontée à toi. Je crois que c'est la plus belle expérience que j'ai eue, c'est d'être face à moi toute seule et de me poser les questions maintenant, qu'est-ce qu'on fait? T'as forcément la première peur qui est celle que beaucoup de gens ont, c'est l'argent. C'est venir, ouais. Et ça l'est encore aujourd'hui, dans tous les cas. Je pense que j'aurais pas eu mon conjoint qui me soutenait dans l'aspect financier, soyons honnêtes, je l'aurais pas fait, j'ai pas d'argent de côté spécialement, j'ai pas hérité d'argent ni quoi que ce soit, donc... Sans rentrer dans des chiffres ou dans ton intimité, mais c'est quelque chose que vous avez discuté, c'est-à-dire vous avez fait des calculs pour savoir combien... J'ai un mari financier, donc déjà ça va très vite. Donc c'est lui qui s'est occupé un peu de ça, il s'est dit... Non, mais déjà tu divises ton salaire par 2, faut être honnête, faut se dire, c'est un choix de vie quand même de diviser son salaire par 2, j'ai une petite fille, donc c'est la nounou, c'est un montant important. Vu que j'avais pas prévu d'avoir d'enfant non plus, on avait un crédit qui était important, on s'est dit on va mettre un bon crédit sur 20 ans et pas sur 25 ans parce que on n'a pas d'enfant. En fin de compte, j'ai une fille, donc tu as un crédit à payer qui est conséquent, tu as la nounou aussi et tu divises ton salaire par 2. Donc j'ai eu la chance et c'est la plus belle chance que je puisse avoir dans la reconversion, c'est un conjoint qui te suit et qui croit en toi et qui te dit mais t'inquiète pas, en fait la nounou ça va pas durer longtemps et puis toi ton business il va décoller à côté, donc je prendrai en charge pendant 1 an, 2 ans et puis on en reparlera. Et ça a été quoi les autres peurs? Tu as parlé du financier, donc tu nous as expliqué un petit peu comment tu avais réussi à
à gérer ça? Les autres peurs que peut-être que tu as dû surmonter? Tu as peut-être le regard des autres, même beaucoup le regard des autres en fait, parce que j'ai fait un master en ressources humaines, j'ai terminé sur des postes où j'étais aussi responsable des ressources humaines, donc tu es quand même au comité opérationnel, au comité de direction, et tu passes en céramiste, les gens ils te regardent en mode tu pourrais peut-être... Alors, je me rappelle qu'au moment où on s'est rencontrés, justement, tu étais encore en poste. C'est ça. Et tu m'avais dit, ouais, mais il ne faut pas trop en parler, je veux pas trop, parce qu'ils ne vont pas comprendre, etc. Avec le recul, est-ce que c'était vraiment une peur justifiée? Est-ce que tu as vraiment eu des gens qui t'ont jugé? Ou est-ce que c'était vraiment un frein personnel où toi, tu t'es dit, on va me juger? Bon, on fait tous beaucoup trop de suppositions, et donc je me suis mis à la place des gens et je me suis dit, ils diront ça, ça et ça, et j'ai pas envie, en fait, j'ai déjà tout ça à vivre toute seule, j'ai pas envie de me rajouter le regard des autres, et en fait j'avais pas envie de me justifier, parce que je pense que la plupart des gens m'auraient pas comprise, en mode elle a atteint un poste de responsable ressources humaines et elle veut repartir faire de la céramique, et elle a fait un master, donc je pense que j'ai juste pas envie de me justifier, tout simplement, et encore aujourd'hui, il y a des gens que je croise et j'ai pas forcément envie de leur dire ce que j'ai fait dans la vie. En termes de ressources, on parle aussi de l'importance de notre entourage. Tu nous as parlé du soutien de ton conjoint qui était essentiel. Au niveau de ta famille, tes amis, quel a été justement le regard qu'ils ont pu porter sur cette transition-là? Quelles ont été leurs principales réactions, eux? Les gens qui comptent pour toi? Alors, qui compte, je pense que le fait de dire qui compte, c'est important, parce que t'as amis et t'as les personnes qui te connaissent vraiment et qui te soutiennent. Les personnes qui me connaissent très 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 bien me diront que c'est génial, en fait, que ça me ressemble tout à fait de foncer et de profiter. Il y a les amis qui sont des amis en soi, mais qui cherchent à comprendre le pourquoi du comment et qui cherchent à te faire justifier et limite à te remettre en question ton projet de vie. Mais si je prends en compte que les gens que j'aime plus que tout et qui me soutiennent et qui me connaissent, donc les vrais avis, ils m'ont porté. Enfin, ils m'ont vraiment porté. Ils me portent aujourd'hui au quotidien. Et même, tu me disais, beaucoup de conseils peut-être des fois qu'on peut te donner et où tu essayes de plaire un petit peu à tout le monde parce que tu veux essayer de suivre les conseils que tout le monde te donne, et que ça, c'était peut-être une leçon pour toi de te détacher un petit peu de ce que les gens projettent sur toi. Tu as deux choses, tu as deux types de conseils pour moi là, dans l'année que j'ai vécue. C'est vraiment très personnel à chaque fois. Tu as les conseils de ton entourage qui sont extrêmement bienveillants et qui voient ce que tu as fait. Donc, j'ai commencé à faire mes premières pièces et moi, je les regardais avec un œil très critique, forcément. Et ton entourage te dit, mais c'est génial, t'as vu ce que t'as fait, c'est trop beau. Enfin, tu devrais être tellement fière de toi. Et moi, je les regarde en mode, mais c'est une bouse ce que j'ai fait. C'est une vraie bouse, je le répondais à chaque fois. Mais à la maternelle, ma fille, à la crèche, elle ferait la même chose, franchement. Alors, je suis très critique, je sais, mais... Et là, je l'ai compris que maintenant, ils ont voulu être très bienveillants mais la personne qui va acheter, ton client à la fin, il en a rien à cirer que de la transition, parce que mes amis ils regardaient le fait que j'étais RH et que je suis partie sur un métier qui est manuel, et donc eux ils ont suivi mon évolution et ils voient à la fin un objet, ils se disent waouh, mais t'as vu comme c'est ouf ce que t'as pu faire en si peu de temps. Mais mon client, moi derrière son site internet, il en a rien à cirer de la transition que j'ai faite. Il veut payer le juste prix pour ce qu'il a fait. Donc ça, c'était la première chose, les conseils que j'ai compris après. Et puis, ils me disent maintenant que j'avais raison, en fait. Mon analyse, elle n'est pas si mauvaise que ça. Et tu as les deuxièmes conseils, des gens qui sont tout aussi bienveillants de ton entourage et qui veulent... je voudrais l'objet que tu fais, mais pas de cette couleur-là et pas avec cette forme-là. Et au début, du coup, tu te dis, mince, il faut que je rentre de l'argent, je peux pas leur dire non quand même. Et du coup, j'ai dit oui au début, mais ça m'a pris un temps fou, en fait, de répondre à ce qu'ils voulaient. Mais vraiment, ça m'a mis en difficulté financière. Et j'ai compris au fur et à mesure que parfois, et le peu de fois où j'ai dit oui, et j'ai fait quelque chose, la personne a été déçue à la fin. Donc j'ai bien compris à la fin de cette année que maintenant, il vaut mieux que je dise non et qu'au moins ce soit clair des deux côtés. Je l'expliquais parfois pourquoi je ne pouvais pas, que c'était pas que je voulais pas faire plaisir, c'était vraiment que faire des tests pour avoir la couleur que tu veux, là, ça me prend 1 mois et demi. Et du coup, pendant 1 mois et demi, moi, ça me prend du temps. Et à la fin, je vais même pas être forcément très contente et ça va être juste pour une seule personne. Donc ça, j'ai vraiment compris que parfois, dire non, ça aide les deux personnes. Si tu l'expliques et avec bienveillance, il n'y a pas de raison que la personne, elle le prenne mal. Quelles ont été les incidences sur ta vie personnelle? Puisque tu l'as dit, tu as une petite fille de 2 ans et demi, c'est ça. Tu es en couple, comment cette nouvelle liberté, c'est une toute autre manière de s'organiser, j'imagine aussi, en ayant ton atelier, etc. Quelles ont été les incidences sur les autres aspects de ta vie? Ils sont positifs.
Je devrais dire, c'était trop difficile cet aspect-là. Non. Mais non, mais en fait, j'ai eu un gain de liberté qui est génial et qu'aujourd'hui j'adore. J'ai pu travailler toute la journée, voir ma fille à partir de 5h, repartir travailler après. Donc c'est pas... Toi, tu cherchais l'incidence, et c'est normal, on cherche à comprendre, mais l'incidence, l'aspect financier, ok, j'adore les restaurants, les bons vrais restaurants. Je parle pas des étoilés, mais des semi-gastro, là, j'ai pu en faire moins. J'en ai fait beaucoup moins. Mais c'est pas grave. Mais vu que j'ai pas eu d'incidence parce que j'avais cadré le fait que ça allait changer avec mon mari, je savais très bien le mode de vie qui allait se préparer. Donc, j'ai pas eu d'incidence. L'incidence, je sais même pas si incidence, les réseaux sociaux. Quel monde à part. Ouais, c'est-à-dire que tu as dû promouvoir ton activité sur les réseaux sociaux, c'est ça ? C'est ça. Mais ça, j'avais pas prévu autant. Enfin, ça me dérangeait pas, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi... je me demande comment les gens peuvent apprécier de travailler avec les réseaux sociaux. Quand on voit comment c'est maintenant, je comprends mieux comment marchent tous ces réseaux. Mais je me dis, c'est une contrainte même à la fin. Il faut poster à tel moment, il faut poster autant de fois, il faut faire tel type de contenu, il faut dire telle chose, il faut beaucoup que tu montres ta tête et tout. Mais à la fin, ça ne devient même pas un plaisir de partager ce que je fais. Enfin, je réponds juste à l'algorithme de... Ça a été un peu plus compliqué, peut-être. Okay. Je sais que tu t'es beaucoup documenté. Tu es quelqu'un qui va beaucoup chercher de l'information, de l'inspiration. Tu peux parler librement et citer tout ce que tu veux. Quelles sont les sources qui t'ont aidé, que tu pourrais partager avec ceux et celles qui nous écoutent pour passer à l'action, pour prendre cette décision pour toi ou pour monter ton activité? Quelles sont les sources qui t'ont plus personnelles aidé que techniques sur le métier? Oui, parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'experts de la céramque qui nous écoutent. Mais, on ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais, mais plutôt d'une manière générale sur le processus pour déclencher l'action, pour gagner de la confiance en toi, pour avoir des trucs et astuces concrets. Voilà, qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Ce qui m'a le plus aidé, et ce n'est pas une seule personne en particulier, je trouve que... c'est plusieurs éléments qui nous amènent à évoluer. Et la première personne qui m'avait aidée, ou le premier élément qui m'avait amené dans tout ce qui est personnel et évolution de soi, c'était Lilou Massé. Elle fait ce qui est... La télé de Lilou, ouais. Ouais, la télé de Lilou. On m'avait offert ça il y a des années. Et c'était ma meilleure amie qui me l'avait offert. Et je me vois dans un salon de thé, qu'elle m'offre ça pour mon anniversaire. Et... t'ouvres le cadeau, et pour le coup, c'était vraiment un cadeau. Je me suis dit, cool. Mais non, je ne veux pas de ce truc. Et en fait, elle l'apprendra en écoutant le podcast pour le coup. Et en fait, les mois sont passés, puis je m'ennuyais un peu, donc j'ai ouvert le bouquin du défi des 100 jours et je me suis mise à faire le défi des 100 jours et c'était génial. J'ai beaucoup appris. Puis en plus, Lilou Massé, elle conseille beaucoup sur des personnes, sur ce qu'elle a appris, sur des livres, sur des coachs ou quoi que ce soit. Donc ça m'a permis de connaître autre chose. Donc, plutôt orientée spiritualité, je crois. À force, elle est un peu partie. Bon, elle a fait beaucoup de choses, beaucoup d'interviews, pour les gens qui ne connaissent pas. Lilou Massé, M-A-C-E. Qui fait beaucoup d'interviews, qui va à la rencontre de personnalités vraiment complètement différentes, dans des champs complètement différents. Et voilà, plutôt pour s'élever en tant que personne, c'est ça. Ouais, moi je trouve que c'est si on veut commencer sur du développement personnel ou sur changer un peu les choses, c'est un très bon step. Alors c'est pas cool de le dire comme ça, mais c'est la première approche pour rentrer dans tout ce qui est développement personnel. Parce qu'aujourd'hui, j'écoute plus du tout ce qu'elle fait ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est plutôt pas mal comme première approche. Ok. Donc Lilou Massé, très bien. Lilou Massé, ouais. Aujourd'hui, j'écoute beaucoup Clotilde Dussoulier, qui est sur du développement personnel aussi, que je trouve génial sur son podcast. J'écoute aussi maintenant beaucoup Pauline Léniaud sur le côté business, mais c'est vraiment, à chaque fois, je trouve que c'est pas une personne qui m'inspire, c'est vraiment le cumul de personnes, d'histoires, d'expériences que je trouve enrichissantes et qui permet de te dire mais vas-y, en fait, t'as rien à perdre. Donc pour toi, il faut un peu tirer le fil, aller voir dans différentes directions pour s'inspirer aussi et puis prendre... des gens sur des expertises précises par rapport à ses besoins du moment, quoi. Mais surtout, faut jamais, faut pas dire ça, faut pas dire jamais, on est tous différents, mais je trouve que être inspiré que par une seule personne, je trouve qu'on se ferme des portes. Parfois, j'écoute un podcast, je vais l'écouter pendant 6 mois, et puis je vais avoir fait le plein de ce que j'avais à apprendre, je vais arrêter, et puis 6 mois après, en fait, je trouve, j'aimerais bien réécouter ça. Très bien. Qu'est-ce que tu n'avais pas anticipé avant de faire cette transition ?
Je sais que des fois, on idéalise peut-être un petit peu une nouvelle étape qui nous appelle. Et voilà, il y a des choses qu'on... Alors, anticiper dans les deux sens, hein, peut-être en bien et en moins bien. Mais par rapport à l'image que tu te faisais de ta nouvelle situation, qu'est-ce qui a été différent ? La première, je t'en parlais juste avant, c'était les réseaux sociaux. Je pensais pas que c'était... Ça prendrait autant de temps et que ça ferait autant partie de ta nouvelle activité. On se rend pas compte, ça fait partie de toutes les choses de la vie où quand t'as pas mis les mains dedans, tu te rends pas compte le temps que ça prend, honnêtement. Il y a eu ça. Et après, la solitude. Et ça, aujourd'hui, on est en décembre, les fêtes sont passées, mon rush est passé et je t'avoue que ça me travaille pas mal parce que je suis toute seule, confrontée à mon business. J'ai toutes mes journées où je suis toute seule et ça me pèse énormément. Et ça, je l'avais pas du tout anticipé. Donc, tu as tous les gens qui pourraient me dire « Ah, mais tu aurais pu anticiper, voilà, tu as voulu y aller tête baissée, regarde, tu vois, maintenant tu apprends. » Eh bien oui, très bien, mais quand tu fais des cours de céramique, on est plusieurs. Quand j'étais en formation, j'étais plusieurs. Donc non, ça ne me paraissait pas évident que j'allais être totalement seule. D'accord. Et du coup, voilà, par rapport à ça, comment tu te sens aujourd'hui ou quelle est ta perspective ou quelles sont les pistes que tu entrevois par rapport à ça ? La piste que j'entrevois, c'est ne pas commencer l'année 2023 en ayant ce ressenti-là que c'est quand même assez présent. Il y a beaucoup de gens avec qui je le partage et qui me disent non mais attends un peu, c'est quand même dommage parce que tu marches super bien, tu as eu 2 mois très prometteurs. Mais à chaque fois je leur réponds oui mais je veux bien, je vous aurais dit que ça ne marchait pas, vous m'auriez dit qu'il fallait attendre 6 mois pour voir si ça prenait, je vous aurais dit mais bien sûr il faut que j'attende mais là le fait que tu sois seule, la solitude, le problème c'est que dans 6 mois ça sera toujours aussi présent, dans 1 an ça sera toujours aussi présent donc je sais pas, j'ai envie de me laisser un peu le temps de réfléchir et de me dire dis-toi que ça a marché, que ton idée elle fonctionne vraiment. Mais n'oublie pas en fait ces aspects-là et que si on recommence l'année 2023, avant d'acheter toute cette matière première et de me relancer dans les dépenses, on fait quoi en fait maintenant, Anna ? Donc si je récapitule, alors déjà on va nommer ton site, ça s'appelle Nena Céramique. C'est ça. C'est ça, hein, Nena. N-E-N-A. Tu es présente donc sur Instagram notamment. Tu as ton site aussi. C'est ça. Tu peux donner l'adresse pour ceux que ça intéresse ? C'est nena-céramique.com. Ok. Donc, tu as mis beaucoup d'énergie dans les réseaux sociaux, pas forcément ce qui te plaisait le plus, mais ça fait partie du jeu pour rendre visible ta vitrine en ligne. Et puis, ça a décollé un peu quand même. T'as eu, là, tu me disais que tu avais beaucoup de commandes finalement, et tu avais eu un rush avant Noël pour pouvoir tout livrer. Et aujourd'hui, tu te dis, malgré ce début de succès quand même, il y a quelque chose qui me manque dans l'activité en elle-même, c'est ça, hein ? C'est ça. Les gens, oui, il n'y a pas que l'aspect financier, parce que là, j'ai eu face à un mois de novembre. Tu as envie d'ailleurs, si ça restait au même volume de commandes qu'actuellement ? Ce que j'ai eu novembre et décembre ? Ouais, oui, je pourrais en vivre, je pense, surtout que j'ai freiné en fait. À un moment donné, j'ai dû arrêter les commandes, j'ai dû enlever du site internet, j'ai dû écrire à des gens. Vous voulez que je vous rembourse parce qu'en fait je pourrais pas, et les gens ils me disaient non mais c'est pas grave si on est livré après Noël, et j'étais là, moi j'étais prêt à vous rembourser, ça me posait pas de problème. Oui, si j'ai un mois de novembre et décembre comme ça, et en plus si j'avais sans stopper mes commandes, oui je pense que j'aurais pu, je dis pas que j'aurais eu le même salaire qu'avant, la même vie qu'avant, mais oui j'aurais pu, je pense sur cette lignée là me dire que je pouvais en vivre. Ouais. Donc ça représentait en termes de nombre de ventes, c'est des tasses que tu vends hein, principalement ? C'est des objets du quotidien, un mug, une tasse, un cocotier. Ça a beaucoup marché, les cocotiers. C'est les petits objets que tu peux avoir avec toi, ouais, et que tu peux personnaliser. Donc l'idée, c'est que les gens puissent mettre un message, un mot doux, une date, un surnom, une ville pour une personne. Et ça, donc on va pas forcément donner de chiffres, ça ne nous regarde pas, mais tu pourrais en vivre décemment avec ça, correctement. Aussi bien qu'avec ton activité de RH avant ou Non, ce que je disais, je pourrais pas avoir le même salaire. Alors je sais pas, peut-être que là c'est que le début, donc je te donne les chiffres. Ça fait 6 mois que je suis vraiment officiellement au nom de l'État que je suis lancée, mais oui, je pourrais avoir une vie sans avoir le même salaire, une vie correcte, ouais. Parce que j'ai aussi un mari qui pour un volume de production de combien d'heures ça représente tous les jours. D'accord, mais tu te fixes des limites ou tu bossais énormément ? Est-ce que c'était soutenable ? Est-ce que c'est soutenable au niveau production ? Parce que quand on quitte le monde de l'entreprise, des fois, c'est qu'on y met beaucoup d'heures, on y met beaucoup d'énergie, de charge mentale. Et puis, on rêve aussi un petit peu que dans une activité où on est libre. Dans le monde des bisounours. Dans le monde des bisounours. Voilà, on fait ce qu'on veut, on s'arrête comme on veut, etc. Ça. Toi, est-ce que c'est soutenable si tu restais sur ce truc-là ? Est-ce que c'est un rythme de travail
qui te conviendrait? Moi, j'adore travailler, donc ça me pose pas de problème. Mais les gens, ils pensent beaucoup que tu passes à ton compte et que ils voient que la liberté, mais en fait, tu travailles beaucoup plus. Je me suis retrouvée seule avec toutes mes problématiques pour le coup. Et quand tu as un problème, il n'y a que toi pour le résoudre. Avant, j'étais en entreprise, tu as un problème qualité, tu vas voir la qualité, ils ont l'expertise, ils vont t'aider, bim, c'est fait. Tu as un problème informatique, tu vas voir l'informaticien. Là, tu n'as personne, tu es seule. Donc non, j'ai travaillé autant, voire plus que quand j'étais en entreprise. Là, on est le 23 décembre. Je pense que c'est les premières heures où je m'accorde, où je souffle un peu. La seule chose par rapport au, tu me disais, le temps de la production, c'était que la céramique t'impose le fait que c'est la patience. Et comme tu le vois, je suis assez action-réaction. Alors la céramique m'a appris j'ai pas le choix. La terre, il faut qu'elle sèche. Tu dépends du temps, tu dépends de la température. Ça peut casser au four et tu sais pas pourquoi. Ah mon Dieu, oui. Ça peut casser même avant le four. Et donc, tu te dis, j'y ai passé 3 heures sur la tasse et là, elle vient de fissurer, t'es dégoûté. T'as le temps de cuisson, j'ai 3 temps de cuisson. Donc, à la fin, j'ai beau vouloir accélérer les choses. C'est comme si l'environnement me disait, non, en fait, c'est pas toi qui décides. Là, je peux pas. Donc, c'est pour ça que j'étais obligée de dire à début décembre, je ne peux plus produire. C'est pas que je ne voulais pas ou que je ne... C'est que techniquement, la céramique, ça prend 3 semaines pour produire un objet. Donc, que je le veuille ou non, de toute façon, j'ai pas le choix. Je trouve que c'était une belle leçon de vie parce que moi qui veux toujours foncer, là, c'est de la terre qui m'a appris à me poser. Donc, c'était assez... T'as appris le lâcher prise par l'expérience, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, donc là, tu te retrouves au bout d'un an, ça a décollé, et ce questionnement de la solitude, là, que tu as nommé plusieurs fois, il est très présent et ça te fait te poser des questions par rapport à l'avenir. Tu n'as pas forcément pris de décision définitive par rapport à la suite que tu voulais donner, mais tu veux te laisser un temps pour y réfléchir, c'est ça? Pour prendre la bonne décision, ou est-ce qu'il y a déjà une décision qui est prise? Non, il n'y a pas de décision qui est prise, mais... Tu dis ça, mais je dis aux auditeurs, aux auditrices qu'en même temps, il y a un petit sourire qui me fait dire que... Que quand le podcast sortira, il y aura pas... Voilà, quand l'épisode sortira... Non, on va dire que ça fait des semaines que ce ressenti, il est là. Du coup, tu mûris, pourquoi ça va pas, pourquoi ça marche, mais qu'il y a quelque chose qui me travaille. Et c'est comme si, là, la semaine dernière ou ces derniers jours, tout s'est un peu mis en place et je me dis, c'est ça, en fait, c'est la solitude qui me pèse beaucoup. Et donc, t'en parles à ton entourage et tout le monde te dit, mais c'est fou, ça marche, c'est totalement bête. Donc, je pense pas, il faut pas que je prenne la décision à chaud. À chaud. Je l'ai appris de la vie aussi un peu et puis des gens qui m'entourent. Donc là, je me force à me dire non, mais tu prends pas de décision, tu vas attendre de respirer un peu parce que t'as pas respiré. Et on en reparlera en janvier. Je vais livrer toutes les commandes aussi que j'ai. Bien sûr. Un engagement, il faut. Et après, on en reparlera. Mais oui, je me dis que même si dans 6 mois, soyons honnêtes, la situation n'aura pas forcément évolué sur ce plan-là. Voilà, c'est ça, on reste ce qu'on est. Donc, tu as tout le monde qui le voit peut-être comme... c'est dommage d'avoir fait tout ça pour ça, mais non, en fait, c'est la plus belle expérience que j'ai, c'est ce que je vis aujourd'hui. Donc, ça m'amènera peut-être autre chose et je suis extrêmement fière d'avoir fait ce parcours-là. Je suis extrêmement fière d'avoir ces 10 entreprises, d'avoir connu tous les gens que j'ai connus et je suis sûre que je vais connaître autre chose. Donc, peut-être que je resterai parce que j'ai un élément en discutant avec les gens qui me fera changer d'avis, mais peut-être pas. Et puis c'est pas grave, honnêtement. Et est-ce que tu envisages de retourner dans le salariat, dans les RH ? J'en sais rien, en fait. Ouais, je fais juste le constat aujourd'hui. J'ai pas envie de reprendre l'année 2023, tête baissée, et me dire ça marche. Du coup, il faut continuer. Et non, je veux pas. Tu veux te reconnecter à toi, quoi. Je veux prendre le temps de savoir ce que je veux. J'ai pris la première décision il y a plus d'1 an et demi de quitter l'entreprise. Et c'était quelque chose en mode go, on y va maintenant. Et là, c'est la première fois où je me dis non, en fait, tu prends le temps d'échanger avec des gens, de comprendre les choses, de comprendre ce que tu veux. Et puis on verra après, c'est pas grave. Tu dis, j'ai énormément appris dans cette année. C'est quoi les principaux apprentissages que tu peux dégager de cette expérience de vie ? Sur moi, ce que j'ai appris ou sur... Oui, sur toi ou sur le business ou sur tes apprentissages en général, quoi. Je t'aide à faire ton bilan déjà un peu, tu vois. Je prépare cette période d'introspection qui va venir en janvier. Même sans podcast, de toute façon, en tout cas. Qu'est-ce que j'ai appris que c'est... parfois, quand j'étais en entreprise, je donnais beaucoup d'énergie... pour essayer que les salariés, pour le coup, aider les salariés quoi que ce soit, et on n'avait pas un seul merci. Ça arrivait quelques fois quand même. Et aujourd'hui, je produis des tasses, des petits cadeaux, et j'ai plus de retours positifs qu'avant. Et ça, je trouve ça impressionnant, en fait. Juste les gens
par des cadeaux. Ils me remercient beaucoup plus quand ils ont reçu le colis. Mais c'est trop beau, merci, ce que tu fais. Ça va vraiment plaire à la personne à qui je vais l'offrir. Et parfois, je passais 1 mois et demi à me battre pour avoir quelque chose pour les salariés. Et à la fin, il n'y a pas un merci. Donc la reconnaissance directe que tu peux avoir, que tu peux obtenir avec une relation directe fournisseur-client, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Après, donc ça, c'est quelque chose que tu aimerais garder? Non, je ne sais pas si ça m'a interpellée. En fait, j'étais assez surprise qu'en faisant une tasse que les gens vont offrir, c'est entre guillemets, je dénigre pas ce que je fais, loin de là, j'y passe un temps fou, mais tu fais une tasse à café que les gens offrent, ils te remercient 10 fois plus. J'ai reçu des messages pour Noël, mais ça fait chaud au cœur quand même. Et je me suis battue pour parfois obtenir des primes, de la reconnaissance, des évolutions salariales, quoi que ce soit, et t'as pas eu un seul merci. C'est juste un apprentissage de la vie où je me dis, ça interpelle quand même un petit peu. Ok. Après, la question que tu me demandais si... Ouais, sur toi-même, peut-être tu t'es découvert des nouvelles compétences ou des nouveaux traits de personnalité ou... La connexion aux autres. Je m'attendais pas. En fait, j'ai compris que j'avais besoin de partager avec les gens. Je pense confronter tes idées aussi. J'adore. Ouais. Je trouve que ça me manque rien que là, quand on se voit de temps en temps, quand on s'appelle, je trouve ça super enrichissant de confronter ton idée et que tu me dis, mais attends, mais t'as pensé à ça, tu l'as vu comme ça. Ah bah non, ça fait 2 semaines que je suis sur le sujet et que je suis toute seule. Et ça me manque énormément, la solitude. Et ça, je pensais pas que ça me manquerait autant. Et du coup, je pense que c'est une chose importante que j'ai appris sur moi. Ouais. Quoi d'autre dans le bilan ? Quoi dans le bilan je sais pas. Les gros kiffs de cette année, c'était quoi par rapport à ce dont tu es super fière ? Je suis trop exigeante pour dire que je suis super fière d'un truc. Y a pas, c'est tout en fait. Même pas, tu vois. Ouais, non, ça montre beaucoup de choses. Mais non, il y en a plein qui me diraient, mais tu te rends même pas compte de ce que tu as fait ou quoi que ce soit, mais non, même pas. Ouais, peut-être ça demande un petit peu de recul pour pouvoir dégager un peu ça, et t'étais encore un peu dans le je pense que j'étais tellement dans le rush, il faut livrer à temps, j'étais tellement sous la pression. Mes copains, c'est la poste, là, ces derniers temps. Ils me voient tous les jours, et j'étais tellement, il faut produire, et je veux surtout pas que les gens ne l'aient pas à Noël, que j'ai pas eu le temps de me poser et de me dire, ok, mais... plus, moins, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était pas bien. J'ai juste compris que la solitude me pesait, mais après, oui, c'est fou. Il y a encore... il y a moins d'1 an, j'ai commencé en mars à me former à la céramique et j'avais jamais mis les mains à terre. Donc si, waouh, c'est trop cool. Non, mais en soi, c'est vraiment... c'est une belle... j'ai appris énormément de choses. Quel aurait été le conseil que tu aurais aimé avoir il y a 1 an pour vivre cette transition plus efficacement, plus sereinement avec un an de recul, quel aurait été le conseil que... Rien. Rien ? Mais rien, parce que non, je pars du principe que c'est comme un business plan, tu pourras anticiper tout, bien cadrer, des chiffres et tout, je le ferai comme ça. Non, fais les grandes lignes, c'est pas vrai ça. Malheureusement, tu vas aller sur le terrain et puis il y a plein de choses que tu n'auras pas prévues et c'est ça qui est génial en fait, de ne pas prévoir les choses. Donc non, oui, il y a plein de choses que j'aurais pu anticiper, ça c'est sûr. Mais en fait, non, parce que c'est trop cool d'avoir testé comme je l'ai fait. Ça m'a permis de rencontrer des personnes, ça m'a permis de voir les choses différemment. Donc même, les gens, ils veulent tout cadrer à chaque fois. Dès qu'ils changent de vie, ils prennent une décision, ils veulent se renseigner sur tout. Mais honnêtement, est-ce que dans la vie, je pourrais demander à n'importe qui, est-ce que le changement que tu as prévu, tu avais tout anticipé, tout s'est passé comme tu le veux ? Soyons honnêtes, non, c'est pas vrai. Non. Et tant mieux. Ok. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui hésite là actuellement, qui n'est pas bien dans sa vie pro, RH ou pas d'ailleurs, mais qui ne se sent pas à l'équilibre, qui se sent tiraillé, mais qui hésite, qui sent un peu, moi j'ai appelé ça le bourdonnement incessant, c'est-à-dire une pensée qui revient, tu sens que l'élastique se tend à l'intérieur, mais tu n'arrives pas à passer à l'action, tu hésites, tu te poses plein de questions. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais humblement à cette personne-là ? Mais pourquoi ? J'ai envie de lui dire, mais c'est quoi le plus gros risque ? Qu'est-ce que tu vas perdre en te lançant ? Ma plus grosse... tu comprends, moi, il faut que je paye mon crédit, et puis... Mais moi aussi, j'avais mon crédit. Je trouve que les gens, ils se créent des peurs tout seuls, de l'anxiété, et mais si, et si, et si. Le si. Ça, c'est sûr que c'est merveilleux, le si. Mais du coup, on fait rien dans la vie si on reste. Moi, j'ai envie de dire, oui, moi aussi, j'avais un gros crédit, j'avais une nounou à payer, mais si ça marche pas, t'imagines si ça marche pas, alors qu'est-ce que je vais faire ? Mais c'est encore mieux, tu vois. Et alors, j'ai eu 10 ans d'expérience en RH, du coup, je pourrais retourner aussi dans les RH. Et si c'est pas les RH, ça sera autre chose. On n'a qu'une. Mais ce serait un échec de retourner dans les RH. Mais ça, c'est la perception des autres, en fait. Non, je te provoque. Non, mais t'as raison, mais les gens, c'est ce qu'ils te disent, c'est un échec. Les gens, quand j'ai commencé à raconter mon projet, en fait, ils me disent, tu leur racontes tout, t'as le sourire, t'es toute contente. Et puis ils te disent, oui, puis ça, si ça marche pas, tu pourras toujours revenir dans les ressources humaines. Je leur disais, mais non, en fait, ça va marcher.
Déjà, pourquoi ça ne marcherait pas? Pourquoi déjà les gens ils voient le côté pessimiste des choses? Parce qu'il y a un côté projection des propres peurs. Oui, mais c'est exactement ça. C'est souvent de la bienveillance d'ailleurs, c'est pour te protéger. Mais on ne se rend pas compte à quel point notre parole, parfois nos conseils, sont contre-productifs finalement aussi. C'est comme ma tasse au début, qui était oui, toi, tu aurais préféré qu'on te dise c'est une grosse bouse. Ouais, moi j'aime bien, je pense que la transparence elle manque. Donc oui, j'aurais préféré qu'on me dise exactement c'est bien. T'as fait un bon chemin, mais il te manque encore quelque chose, tu vois. Mais c'est pour ça que moi, j'ai aussi souhaité t'inviter, parce que dans ma définition de capitaine de sa vie, cette notion d'intégrité, on appelle ça la congruence, tu vois. Je ne sais pas si c'est un mot que tu connais, mais en tout cas, c'est un mot que j'aimerais voir un petit peu plus utilisé, parce que la congruence, c'est le fait d'être aligné entre ce qu'on pense et ce qu'on dit, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'est une sorte d'alignement, des fois, on utilise ce terme-là. Pour moi, c'est le contraire de la dissonance. C'est un mot qu'on utilise aujourd'hui. Tu sais, la dissonance cognitive, c'est l'impression que la vie que je mène n'est pas celle que je souhaite, ou ce que je fais n'est pas du tout aligné avec qui je pense être. Et donc, c'est une vraie force que tu as. C'est un problème pour les autres, tu vois. Moi, tout ce que tu décris, moi, j'adore. Moi, j'adore être aligné avec ce que je pense et ce que je fais. Mais du coup, les gens, ça dérange parce qu'ils n'ont pas l'habitude et je pense qu'ils sont... C'est même pas une critique du tout en plus, mais vraiment pas. Mais moi, ça choque parce que généralement, quand je vois quelque chose, je vais le dire. Alors oui, il faut que j'apprenne à mettre plus de forme. Je sais, j'y travaille énormément. Mais du coup, ça m'aide, je pense, aussi beaucoup. À un moment donné, on se pose trop de questions et enfin, tout ce que tu décris, oui, c'est... Donc... Écouter son entourage quand même, il ne faut pas être sourd à tout ce qu'on nous dit, mais sûr. Pas trop. C'est ça que je pense qu'il faut faire le tri et penser qu'ils sont aussi vos amis avant tout et qu'ils veulent être bienveillants. Et c'est tout à fait normal. Et je serais la première à être bienveillante. Mais parfois, en étant trop bienveillant, je pense qu'on n'aide pas les personnes. Donc moi, j'imagine que tu dois... Enfin, en tout cas, les fiertés que tu peux t'attribuer, selon moi, c'est le fait d'avoir suivi ton intuition et à un moment donné, décider de franchir le pas, de faire cette première grande transition d'un point de vue professionnel, je parle, et que là, le plus dur est fait, en fait, puisque tu l'as fait une fois, tu as appris certaines choses. Il se trouve que la posture d'entrepreneur dans la céramique n'est pas peut-être la version optimale pour toi, mais tu as tellement appris maintenant que tu es en chemin que tu as compris le processus, puisque là, maintenant, tu dis, en fait, ce qu'il faut, c'est que je me reconnecte à moi, que je me reconnecte un peu à de l'introspection, à calmer le jeu pour dégager un petit peu le bilan. Donc ça, c'est le plus dur, finalement. Parce que là où je voulais en venir, c'est que j'avais aussi envie, à travers cet épisode, qu'on comprenne que c'est pas une sinécure. Le fait de choisir ce qu'on a au fond de nous, c'est pas suffisant pour être généralement serein, etc. Mais en tout cas, ce sont des difficultés à dépasser qui nous aident à grandir humainement, même si c'est douloureux parfois. Et là, tu es peut-être dans un temps où mais qui est utile. Mais qui est méga utile. Et il me paraît que cette notion d'effort ou de souffrance minimum, un petit peu, elle n'a rien de comparable à celle qu'on ressent quand on est bloqué dans une situation qui ne nous convient pas et qu'on pense qu'il n'y a aucune issue possible, qu'on est dans une sorte de fatalisme ou de victimisation. Donc c'est ce qui me paraît intéressant dans ton histoire, le fait de dire on n'est pas tu vois, c'est pas forcément en un an ça y est je suis devenu, où je vends des milliers de tasses, où je suis complètement aligné, etc. Mais t'es en chemin, quoi. Et c'est ça qui est exactement ça. Je le vois vraiment comme une évolution et une étape pour m'amener à autre chose, et loin de là pour moi un échec. Donc j'ai pas à te poser la question de savoir si tu regrettes ou pas cette étape-là, quoi. Pas du tout, mais après c'est la façon dont on va le raconter, c'est toi qui me l'as appris en plus, ça. Quand je te disais parfois j'assume pas telle chose, mais tu m'as dit c'est qu'une façon de raconter, et je suis tout à fait d'accord. Si je commence à dire oh là là, je me suis trompée, j'ai pris cette décision là, mais en fait ça ne marche pas, mais les gens ils vont se dire ah ouais, elle a vécu un échec. Mais si je te dis mais c'est génial, en fait j'ai appris encore plus de choses et je vais pouvoir rebondir, les gens ils vont assimiler cette information là. C'est toi en fait le narrateur de ta vie, mais ça c'est toi qui me l'as appris. Ça part de là. C'est d'abord ce qu'on se raconte à nous et ce qu'on raconte aux autres. Bon, j'avais tout un tas de questions sur ton futur, mais tu y as déjà un petit peu répondu. Quelles sont tes prochaines étapes ? Tu l'as un peu dit, je ne sais pas. Et c'est trop bien. J'avais envie de te dire, en ce moment, sur l'échelle de la kiffitude, tu te mets combien ? Trop bien. C'est bizarre en plus, parce que il y a quelques jours encore, je me disais, j'arrivais pas à dormir parce que je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, c'est une erreur d'être partie en céramique, c'est une erreur d'avoir fait ça. Du coup, tu remets tout en question. Et là, je me dis que je ne sais toujours pas, mais que non, en fait, je suis super contente. Enfin, je suis super contente. C'est pas joli non plus, mais je suis contente d'avoir essayé et d'essayer de trouver qu'est-ce qui me convient.
Donc je suis bien. En plus, c'est Noël demain, c'est trop cool. Bon, j'imagine que tu vas me dire je ne sais pas, mais qu'est-ce que tu pressens actuellement ? Est-ce que tu te dis par rapport à cette notion de solitude que tu veux plutôt retourner dans un monde de l'organisation qui ne te convenait pas ? Est-ce que tu imagines quelque chose d'un peu hybride ? Est-ce que tu imagines de rester... Enfin voilà, quelles sont les pistes possibles ? Tu n'as pas d'option de dégager pour l'instant, mais qu'est-ce que tu peux envisager ? Non, tu as répondu à ma place, je n'en sais strictement rien. Et puis j'ai même pas envie pour l'instant d'y répondre, je pense que j'ai besoin. Je pense que parfois on cherche à vouloir tout et... Comment dire on s'en rend pas compte, mais on a besoin de pause aussi pour que les choses elles se fassent et que notre cerveau il fasse les liens tout seul. Et quand on est toujours à fond, on se dit putain il faut que je le fasse. Tu n'y arriveras pas tant que tu n'es pas posé. Quand tu prends pas du recul, tu n'arriveras pas à faire les choses. Donc aujourd'hui, je pense que j'ai juste besoin de souffler de la période que je viens de passer et je ferai les liens après et en discutant avec les gens, il y a peut-être des connexions, des rencontres qui me permettront d'avancer. Donc je ne sais pas. Écoute, c'est it's okay, c'est ok comme disent les Québécois. Qu'est-ce que tu aimerais partager ? J'ai pas forcément de questions supplémentaires là, qui me viennent spontanément. Il y en avait un certain nombre, mais tu as beaucoup partagé, tu as répondu spontanément à la plupart d'entre elles. Qu'est-ce que tu aimerais aussi rajouter ou passer comme message ? Tu peux prendre quelques secondes pour... Non, j'ai envie de dire... je pense que les gens qui partagent ma vie, c'est un peu bizarre de dire comme ça, mais c'est vas-y, go, en fait. C'est quoi le risque que tu as à prendre ? Dis-toi à chaque fois ça, j'ai peur de faire ça. Oui, mais je pense que déjà, tu regardes trop le regard des gens, ce qu'ils vont penser si tu es en train de faire ça. Enfin, mais on n'a qu'une vie. Ma réflexion que je me fais beaucoup, c'est... T'es en mode YOLO, quoi. T'es en mode... Je sais pas si je suis en mode YOLO, faut que je me calme là-dessus. Mais je suis vraiment en mode, à chaque fois, et je me le dis souvent, ça fait un peu plan-plan de dire ça, mais s'il m'arrive, là, si je sors dans la rue et que je me fais percuter par une voiture ou je sais pas, j'aurais que des regrets et j'ai pas envie de partir avec des regrets. Donc teste les choses, ça marche pas, c'est les tests que tu as fait qui te permettront d'avancer. Donc il faut y aller à un moment donné, je pense vraiment. D'ailleurs, c'est peut-être une inspiration qu'on peut partager. Il y a une infirmière qui a travaillé pas mal dans les soins palliatifs qui s'appelle Bronnie Ware, qui a écrit, alors j'ai plus le titre exact, mais les 5 regrets en fin de vie ou quelque chose comme ça. Elle a passé tellement de temps à accompagner des personnes qui savaient qu'elles étaient dans leurs dernières étapes, dans les dernières semaines de leur vie et qui rentraient chez eux en fait en attendant que ça se termine, donc c'est très triste. Et elle les a un peu spontanément comme ça interrogées ou écoutées en tout cas pour avoir de la présence, et elle en a écrit un livre parce qu'elle s'est aperçue qu'effectivement il y avait des choses récurrentes qui revenaient dans les regrets que ces gens formulaient, notamment le fait de ne pas avoir suffisamment pris de temps pour eux ou pour leurs proches, de mener la vie. Oui, voilà, exactement, de ne pas avoir vécu leur vie pleinement en fait, quoi. Donc un livre Bronnie Ware que l'on peut regarder, qui est très intéressant. La seule chose que je voudrais partager, je pense, c'est la communication avec les personnes qui t'entourent quand tu veux faire ta reconversion. Je pense que tu étais beaucoup plus rassuré si tu as été transparent avec les gens et que tu partages tes inquiétudes. Je pense que partager ces inquiétudes, ça permet de lever des doutes. Et vu qu'avec mon conjoint, le sujet de l'argent n'a pas du tout été un problème parce qu'on en a parlé dès le début et que parfois il m'a même dit mais t'es sérieuse, tu veux vraiment faire ce genre de choses, en fait, cette décision, il nous impactait comme ça. Et je pense qu'il a eu raison de me secouer un peu en me disant c'est bien de vouloir faire ce genre de truc-là, mais pense aussi à l'après. Mais parce qu'on en a parlé, on a crevé l'abcès, c'est beaucoup plus serein qu'aujourd'hui, ils prennent plus en charge que moi et c'est pas grave. Mais le fait d'être transparent avec toutes les personnes qui t'entourent, je pense que c'est essentiel par contre dans une reconversion. Anastasia, notre épisode touche bientôt à sa fin. Je sais que tu es une fidèle et que tu connais mon petit rituel de fin. Je vais te laisser le dernier mot. Et pendant que tu réfléchis à la question à 1 million, punaise, tu m'énerves. Qu'est-ce qui est pour toi être capitaine de sa vie ? J'en profite pour conclure de mon côté. Je vous invite à participer à notre grande enquête de sens en réalisant gratuitement sur notre site lescapitaines.com votre autodiagnostic et recevoir une synthèse avec le récapitulatif de vos réponses ainsi que quelques bonnes questions à se poser en fonction de celles-ci. Passer à l'action en collectif, c'est possible grâce à notre parcours. 3 ateliers en ligne, des vidéos, des outils à réaliser à son rythme pour progresser dans la connaissance de vous-même et enclencher votre prochaine étape de vie. L'équipage est quasiment au complet pour l'embarquement du 21 février, mais contactez-moi si vous êtes intéressé, on peut peut-être trouver une solution. Pour ce faire, vous pouvez m'écrire un mail à baptiste@lescapitaines.com ou m'ajouter sur LinkedIn Baptiste Marin.
Et puis j'en profite également pour vous inviter à suivre les capitaines sur Instagram. On parlait de l'importance des réseaux sociaux, c'est quelque chose que je ne fais pas assez promouvoir. Nous y postons régulièrement des informations et des inspirations. Voilà, j'ai tout dit. Merci à Pauline Bussy du Son Libre pour l'arrangement sonore. Et puis un grand merci à vous, auditeurs et auditrices, car les statistiques montrent que vous êtes un peu plus nombreux chaque mois et à chaque épisode. Et vos retours font chaud au cœur, je prends. Merci à toi également, Anastasia, de t'être livrée afin d'aider d'autres personnes en questionnement. Avec plaisir. Et puis j'espère que tu continueras à contribuer au projet des capitaines en me donnant ton avis de temps en temps. Ça m'est bien utile également. Avant de te laisser le mot de la fin, je vous laisse sur une citation qui concerne l'art, pour te rendre hommage un peu. C'est gentil. L'art est beau quand la main, la tête et le cœur travaillent ensemble. C'est de John Ruskin. J'adore, je connaissais pas, mais du coup, c'est tout à fait cohérent avec ma situation. Ah bah tu vois. Alors, j'en avais une autre en plan B, tu vois. Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau et non pas pour se battre contre l'ancien. J'aime beaucoup aussi la deuxième. C'est exactement ce que tout le monde veut, que je reste dans l'ancien, tu vois. Voilà, c'est génial. Donc c'est de Dan Millman. Anastasia, n'essaye pas de te détourner de la question à 1 million. Très douée là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être capitaine de sa vie ? C'est pas se laisser couler. Si je fais le lien avec toi. C'est tous ces gens où ils essayent même pas et un an après tu les revois, ils te sortent la même chose, ça va pas, je vais pas bien. Essaye au moins, fais des petits pas en fait. Fais juste des petits pas, essaye de poser une question, d'aller voir une personne, de voir ce qui est envisageable. Les gens, ils pensent que quand on fait un changement, il faudrait tout radicaliser, ce que je pourrais faire, mais c'est pas un conseil. Mais je pense qu'il faut y aller étape par étape. Arrêtons de râler, essayer de mettre les choses en place. Et je pense qu'il faut être en mouvement pour que les choses après s'enclenchent. Donc je pense que c'est vraiment ne pas couler, en fait, ne pas stagner et râler en même temps, ça va pas ensemble, je pense. Merci Anastasia Rugvid. Avec plaisir.